Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le jeudi 6 février 2025 et comme toutes les 2 semaines, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors, effectivement, l'actualité est brûlante en ce moment, hein. On a eu des statistiques macroéconomiques un petit peu partout, en France, en zone euro, aux États-Unis. On va y revenir, bien évidemment. On va revenir également sur la BCE qui a baissé ses taux, l'inflation qui remonte, hein, en zone euro, aux États-Unis. Mais on va démarrer par la France qui, eh bien, a publié une croissance négative. Voilà, tu peux nous en dire Oui, plus. effectivement, donc c'est une baisse du PIB, hein, parce que c'est plus de la croissance. Quand Voilà, ça c'est ça. baisse, c'est plus de la croissance, mais c'est pas grave. Effectivement, donc on va au premier graphique, hein, comme d'habitude maintenant, je vous ai fait des petits graphiques pour qu'on puisse visualiser de ce qu'on dit. C'est pas simplement un discours, c'est une réalité économique. Donc là, voilà, on s'y attendait bien sûr. Donc le PIB français a reculé de 0,1% au quatrième trimestre 2024. Quand on regarde le détail des chiffres, c'est particulièrement mauvais. Il n'y a que la consommation des ménages et la consommation publique qui ont soutenu la croissance. Sinon, ça serait pire. Parce que tous les moteurs ont reculé finalement, et notamment l'investissement des entreprises. Cinquième trimestre consécutif de baisse de l'investissement des entreprises, ça c'est vraiment très dangereux parce que l'investissement c'est un rôle accélérateur. Donc quand l'investissement baisse, on a parallèlement moins d'emplois, donc plus de chômage, etc. Donc c'est le cercle pernicieux qui est extrêmement dangereux. Deuxième moteur également, les exportations qui ont également reculé pour le deuxième trimestre consécutif. Et effectivement, graphique suivant, Antoine, tu as bien fait de l'avancer, sur le troisième moteur, là, ouais, il n'y en a pas, hein, il ne fonctionne pas. L'investissement, logement des ménages, ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. 14 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement logement des ménages. On se rend bien compte du marasme dans le secteur de la construction, du bâtiment, de l'immobilier, malheureusement. Regardez la baisse, hein, depuis 2021, quasiment moins 19%, hein, moins 18,8 exactement, même si on remonte seulement à l'avant Covid en 2019, on est sur une baisse de 13%, et par rapport au niveau de 2007, une baisse de 20%. Donc c'est pour prendre vraiment mesure de l'ampleur des dégâts sur le secteur du logement, malheureusement. D'ailleurs, on voit que les prix de l'immobilier continuent de baisser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les moteurs habituels de la croissance sont absents. Cette premier trimestre de baisse du PIB, donc au quatrième trimestre 2024, va continuer au premier trimestre 2025. Voilà pourquoi je parle de récession. Parce que la récession, d'un point de vue technique, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc de la richesse qu'on crée en France. Donc on a eu un quatrième trimestre de baisse. Et malheureusement, le premier trimestre 2025, regardez les chiffres, indicateur donc composite sur le mois de janvier. Non, c'est le graphique d'avant, Pardon. voilà ici. On voit bien justement que l'indicateur des directeurs d'achat composite est toujours en zone de récession, en zone de baisse d'activité. Et donc, ça veut dire que malheureusement, la courbe bleue ici, donc le glissement annuel du PIB, va passer en territoire négatif. Donc, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, malheureusement. Et parallèlement, s'il n'y a pas de croissance, évidemment, il y a du chômage qui augmente. C'est le graphique suivant. Là aussi, un chiffre qui vient de sortir, assez dramatique, chiffre harmonisé par Eurostat. Le taux de chômage en France, donc de catégorie A, augmente encore. Vous voyez, on est à 7,8% en décembre 2024, c'est la courbe rouge ici. Et parallèlement, on voit que sur la zone euro, on est à 6,3%. Ça commence également un petit peu à remonter. Mais ce qui est vraiment très inquiétant, c'est ça, c'est que ça, c'est le taux de chômage de catégorie A, hein. Si on prend toutes les catégories de chômage, on est à plus de 16,5% de taux de chômage. Donc ça, c'est particulièrement dangereux. Donc tout ça pour dire que s'il y a du chômage, il y a moins de revenus, donc il y a moins de consommation, et ainsi de suite. Donc c'est ça le cercle vicieux, pernicieux dans lequel nous sommes tombés. Alors il est vrai que ça y est, on a enfin un budget donc en France. On l'a rarement eu aussi tard, donc en février, ouais, pour avoir un budget pour l'année 2025, bon, qui est déjà caduque évidemment, puisqu'il tape sur une croissance de 0,9%. Pour 2025, on sera autour des 0,5%. Donc ce qui veut dire que la prévision de 5,4% de déficit public, évidemment, ne sera pas, je dirais, atteinte. On sera autour des 6%, hein, comme à peu près en 2024. Je vous ai fait un petit graphique pour vous montrer là aussi les chiffres d'Eurostat qui viennent de sortir. Eurostat harmonise, hein, tous les chiffres de déficit public de la zone euro notamment. Là, c'est au troisième trimestre 2024. On n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre, mais regardez bien, la France est numéro un, c'est-à-dire c'est le pays où il y a le plus de déficit public dans toute la zone euro. Regardez bien les chiffres, on est à 6,3% de déficit. Le numéro 2, c'est la Finlande avec 5,3%. Il y a un point d'écart. Vous voyez que après, ça se réduit évidemment. L'Italie est à 2,3%. En moyenne, dans la zone euro, on est à 2,6%. Et regardez, on a des pays où on a des excédents.
Je ne parle pas de l'Irlande, parce que c'est particulier, on est à 14,5% d'excédent, mais regardez, Chypre 4,9%, Portugal, Grèce 2,2% d'excédent public. Donc c'est pour vous montrer l'ampleur des dégâts, malheureusement. Et pour 2025, c'est très triste à dire, le déficit va être encore au moins de 6% cette année. Et alors, c'est vrai que certains ont présenté ça comme un budget de rigueur. Pas du tout, hein. Les dépenses publiques continuent d'augmenter, c'est ça qui est fou, de 41 milliards d'euros en 2025, selon le budget, parce que ça sera peut-être pire, évidemment, parce que s'il y a moins de croissance, il y aura moins de recettes fiscales, il y aura également plus de dépenses à cause du chômage qui augmente. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin d'un budget de rigueur, malheureusement. Et donc ça c'est important, on en reparlera dans les prochaines semaines. On risque au fur et à mesure des mois, quand on va voir que les chiffres sont bien plus mauvais que certains, que ce qu'annonce notamment le gouvernement, ça veut dire que la note de la France risque d'être dégradée. On va passer de double A à simple A, et là, évidemment, il y aura des tensions sur les taux d'intérêt obligataires, et donc des tensions également sur les marchés boursiers, on en parlera tout à l'heure. Tout ça pour dire que, attention, là, on marche sur des œufs, on est vraiment même on est sur un volcan. Le volcan, évidemment, ça bouillonne. Alors, ça n'a pas encore explosé, mais on se rend bien compte que c'est extrêmement dangereux. Certains me disent, alors bon, ça fait longtemps que vous annoncez le pire, etc. Mais on y est déjà, hein, quand on voit la récession, le chômage qui augmente, les déficits publics qui explosent, la dette publique qui explose, la pauvreté qui augmente. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, c'est pour l'instant, les marchés, ils n'ont pas sanctionné parce que les agences de notation ont maintenu le double A. Il y a également eu la BCE qui a continué d'acheter la dette publique française. Donc, on a voilé un petit peu la réalité, mais malheureusement, on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc, je pense que 2025 sera l'année où justement la France va toucher le fond de la piscine avec donc cette dégradation et donc des taux d'intérêt qui vont augmenter. Donc ça, on sera là bien sûr pour vous accompagner, faut être extrêmement prudent sur les marchés obligataires. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, oui, une croissance donc négative, un chômage qui augmente, un déficit qui augmente. Donc, voilà, le tableau est planté. Maintenant, on va partir un petit peu chez nos voisins allemands également, puisque on a eu donc un sixième trimestre négatif de suite hein, pour le PIB Voilà, allemand quand même. c'est ça qui Mm. est très très triste, entre guillemets. Là, on a donc l'évolution du PIB allemand. Alors, c'est vrai que là, on se réconforte, nous les Français, en disant voilà, en Allemagne, c'est pire. Mais bon, néanmoins, l'Allemagne, c'est le premier pays donc, de la zone euro, de l'Union européenne. Donc, si elle va mal, ben, elle entraîne tout le monde dans son sillage. Donc là, il y a quelque chose d'assez incroyable. Vous voyez, c'est le glissement annuel, là, la courbe rouge qu'on voit ici. Donc, la variation annuelle du PIB allemand, ça fait 6 trimestres consécutifs en territoire négatif. Donc, vous voyez, on voit les chiffres. On a connu des baisses plus fortes, par exemple pendant le coronavirus ou pendant évidemment la crise de 2008-2009, mais une phase aussi longue avec un glissement annuel négatif, c'est du jamais vu depuis la réunification. Donc les Allemands vont évidemment très mal. Bon, ils payent évidemment leur erreur stratégique sur l'arrêt du nucléaire, hein, il y a déjà quelques années. Donc aujourd'hui, avec ces difficultés sur l'énergie, évidemment, ils souffrent. Puis parallèlement, il y a un vrai problème aujourd'hui, une nouvelle crise politique qui est en train d'arriver en Allemagne. Donc, ce qui là aussi, ben, comme en France, hein, ça bloque les investissements. Et donc, on a quand même une situation un petit peu plus délicate. Alors, petite lueur d'espoir quand même, on a eu donc hier les chiffres des directeurs d'achat. Mm. Autant la France, là, on a vu, ça continue de baisser. Autant en Allemagne, ça y est, on est repassé légèrement au-dessus de la barre des 50. Donc, on pourrait avoir un léger rebond très léger hein, en Allemagne pour le deuxième ou troisième trimestre 2025, mais ça reste quand même extrêmement fragile sur l'Allemagne. Donc l'ensemble de la zone euro est menacé. Là aussi, il faudra surveiller les élections de fin février outre-Rhin. Et on verra bien ce qui va se passer. S'il y a également une crise politique, là aussi, ça pourrait générer une tension sur les taux d'intérêt obligataires. Alors, en attendant, si on regarde ce que fait la BCE, ben, c'est vrai qu'elle a baissé les taux d'intérêt. Donc, la semaine dernière, encore une fois, j'ai envie de dire, là, on a le taux refi, hein, on est à 2,9%, on est passé sous les 3%. Mais regardez bien, c'est la courbe rouge, l'inflation continue d'augmenter. Vous voyez, au mois de janvier, on est remonté à 2,5% d'inflation. Il n'y a pas péril à la demeure, c'est sûr, mais néanmoins, comme on a un objectif d'inflation de la BCE de 2%, si on passe à 2,5, ça veut dire que globalement, la BCE ne pourra pas continuer de baisser les taux d'intérêt. Donc ça, il faut vraiment être très vigilant. Beaucoup comptent sur de nouvelles baisses du taux de la BCE. Elle va avoir du mal à le faire et donc elle va devoir rester prudente parce que l'inflation reste élevée. Donc on a vraiment ce qu'on appelle la stagflation, ça veut dire stagnation économique. Le PIB de la zone euro, on a vu les chiffres également, a stagné au quatrième trimestre, grâce notamment aux pays du Sud, hein, et en particulier à l'Espagne, au Portugal, également à l'Irlande. Mais ça pour dire que c'est un pays du Nord, mais néanmoins, voilà, c'est un peu particulier. Sinon, on a une stagnation donc, du PIB de la zone euro, et donc on a une inflation qui augmente. Donc c'est vraiment voilà, stagflation. C'est la définition exacte, stagnation économique et inflation qui augmente.
elle n'est pas dramatique, cette inflation, mais néanmoins, ça veut bien dire qu'on a des tensions. Et a fortiori, graphique suivant, on voit que l'euro continue de baisser. Alors, il y a des jours où il remonte un petit peu, mais la tendance, elle est très nette. On reste autour des 1,03, même quasiment touché les 1,02 dollars pour un euro il y a quelques jours. Donc, tout ça pour dire que cette tendance, évidemment, va rester à la baisse sur l'euro-dollar. On pourrait même atteindre la parité assez rapidement. Il y a bien sûr les mesures annoncées par Donald Trump en termes de droits de douane qui font peser des risques sur également la stabilité de la zone euro, va-t-on dire, en termes d'activité économique. Mais néanmoins, le vrai enjeu, c'est que, indépendamment de ce que vont faire les Américains, on a déjà une croissance extrêmement faible dans la zone euro. Donc l'euro va encore baisser, d'autant que les Américains, on l'a vu la semaine dernière, justement, n'ont pas baissé les taux d'intérêt. La réserve fédérale américaine, comme il y a de l'inflation, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Nous, on le voit ici, cet euro qui baisse. Le problème, c'est que quand l'euro baisse, ça génère une augmentation de l'inflation importée. C'est-à-dire que l'inflation va malheureusement rester élevée dans la zone euro et que la BCE ne pourra pas donc baisser les taux d'intérêt. Donc, cette stagflation, encore une fois, va perdurer sur l'ensemble de l'année 2025. Oui, effectivement, on a vu que la Fed n'avait pas donc elle a enclenché sa pause sur les taux d'intérêt. Donc ça va être plusieurs réunions de banque de la Fed qui vont marquer une pause et la BCE. On verra comment ça se passe. Mais toujours est-il qu'effectivement, on a eu un euro qui est passé sous les 1,02 lundi. On a un petit peu remonté là en fin de semaine, mais l'euro reste clairement sous pression. Maintenant, on va parler justement des États-Unis avec, on l'a eu cette semaine, effectivement, une croissance pour le quatrième trimestre qui est ressortie sous les attentes. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. On s'est tellement habitué à avoir une croissance forte aux États-Unis que là, bon, c'est pas mauvais, hein. On a eu 0,6% en variation trimestrielle. Quand on voit ce qu'on a eu dans la zone euro, évidemment, c'est plutôt pas mal. Mais le glissement annuel, vous voyez, c'est la courbe rouge. Ça baisse un petit peu. On est à 2,5% donc, de croissance outre-Atlantique. Ça va, c'est correct. Mais, vous voyez, attention, hein, c'est-à-dire, ça commence à s'essouffler un petit peu. D'ailleurs, on le voit sur le graphique suivant. C'est vrai que la consommation résiste bien, hein, c'est la courbe rouge. On est à quasiment donc, 3% de glissement annuel. Par contre, et oui, on a une petite déception sur l'investissement des entreprises. Donc la courbe rouge, c'est la consommation, on voit, elle augmente. Par contre, la courbe bleue, c'est l'investissement des entreprises. Voilà, après 12 trimestres consécutifs de hausse, vous voyez, c'est l'inverse de ce qui se passe chez nous, mais c'est quand même pas mal. Là, attention, une petite baisse. 0,6%, ça veut dire que ça s'essouffle. Et donc, attention, on n'aura pas une croissance voilà, fantastique, mais néanmoins, on sera quand même entre 2,5 et 3% en 2025. On a quand même des bons indicateurs avancés qui montrent que ça va plutôt bien résister. Mais néanmoins, voilà, on voit cet écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro, toujours donc loin devant pour l'oncle Sam par rapport à nous, même si l'écart se réduit un petit peu. Mais ça montre que la Réserve fédérale ne pourra pas non plus complètement baisser les taux d'intérêt parce que la croissance reste élevée, le taux de chômage va rester autour des 4,1%, donc le plein emploi, les salaires vont encore augmenter de 4%. Et parallèlement, l'inflation globale également sera autour des 2,5-3%, peut-être un peu plus même que 3% en début d'année. Donc, c'est compliqué de baisser les taux d'intérêt. Alors, évidemment, toute la question, c'est les droits de douane. Qu'est-ce que ça va coûter aux États-Unis? Alors, attention, hein, Mm. les Américains, c'est un business first, comme vous le savez. Par exemple, sur le Canada, c'est vrai que pour le Canada, augmenter les droits de douane, c'est très dangereux parce que les exportations du Canada vers les États-Unis, c'est 20% de leur PIB. Donc, ça peut leur coûter très cher. Mm. Par contre, les exportations américaines vers le Canada, ce n'est que 1,5% de leur PIB. Oui, donc, Mm. c'est pas énorme, hein. Donc, ça veut dire Mm. par là qu'il n'y aura pas d'impact conséquent. Mais c'est vrai que dans un mouvement où les droits de douane augmentent au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on aura des pressions inflationnistes qui vont néanmoins légèrement augmenter. Donc là aussi, prudence hein, sur les marchés obligataires notamment. L'inflation va rester élevée. Et donc, parallèlement, sur les marchés boursiers, on va bien sûr en parler maintenant. Oui, voilà. Alors, effectivement, ce qui, en fait, est assez surprenant parce qu'avec le tableau qui est dressé sur la macroéconomie, on pourrait se dire que justement ces marchés européens allaient baisser, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas puisqu'on a même des marchés européens qui surperforment depuis le début de l'année. On a un DAX 40, par exemple, l'indice principal allemand qui progresse de 9% depuis le début de l'année, le CAC 40 progresse de 7,5%. On est revenu sur les plus historiques sur le DAX. Et effectivement, pourquoi? Parce que, en fait, voilà, c'est la vision des marchés, c'est-à-dire qu'il y avait trop de pessimisme en Europe et effectivement, les gros gestionnaires d'actifs ont commencé à revenir en Europe.
On l'a vu, BlackRock, hein, donc d'ailleurs il l'a dit, Larry Fink, hein, lors du Forum économique de Davos, que justement il était probablement temps de réinvestir en Europe. Et on le voit donc notamment avec les flux entrants, hein, donc c'est en janvier, donc ça c'est assez surprenant, c'est quand même le deuxième mois le plus important depuis 25 ans sur les flux entrants sur les actions européennes. Et donc ça explique justement pourquoi justement on a eh bien, ce retour sur les actions européennes. Même si, eh ben, on le voit sur le volet économique, ce n'est pas du tout probant. Et par conséquent, eh bien, on peut se demander si ça va tenir finalement. Parce que quand on prend 9% en un mois, généralement, on va pas faire ça tous les mois, hein, ça, c'est ça, c'est clair. Mais justement, attention au retour de bâton, sachant qu'on a vu justement que avec les droits de douane, les marchés avaient baissé. L'arrivée de DeepSeek aussi, on n'en a pas parlé, mais sur l'IA, donc on a eu Nvidia qui a perdu 17% en une seule séance. Donc c'est un record historique. Donc attention au retour de bâton. Alors, ce qui se passe, tu vois bien d'ailleurs sur ce graphique, hein, quand on a une Hmm. flambée comme ça des flux, Oui, peut-être le mois suivant ou dans les mois qui suivent, ça s'effondre. Donc, il faut oui, être quand tout même à fait. extrêmement prudent. Donc, ne l'oubliez pas, on Hmm. a un facteur de correction. C'est-à-dire que l'année dernière, Hmm. justement, comme la bourse américaine a surperformé l'ensemble de ses confrères, notamment, je dirais, en Europe, à ce moment-là, là, il y a un effet de correction, de rattrapage, entre Oui. guillemets, où les investisseurs se disent, bon, ben, on a mis un paquet, entre guillemets, sur les marchés boursiers. Là, ça commence à être cher aux États-Unis. Donc, tiens, où est-ce que ça n'a pas beaucoup augmenté? Ben, tiens, en Europe. Ah, donc, on y va, même si ça va durer Hmm. quelques semaines, on y va. C'est ce qui est en Hmm. train de se produire aujourd'hui. Par contre, je suis désolé, l'Europe, évidemment, elle est très, très mal d'un point de Hmm. vue économique, on l'a vu, d'un point de vue politique également, puisqu'il y a cette crise politique en France, crise politique en Allemagne, et puis parallèlement, on voit la réponse de Madame von der Leyen par rapport aux attaques de Trump, entre guillemets, sur les droits de douane. Elle nous a dit, bon, vous inquiétez pas, on va réduire un petit peu les normes, mais pas trop non plus, hein. Bon, oui, oui, c'est incroyable. On veut taper un éléphant avec une petite tapette à mouche. Donc, bon, ça va pas marcher, hein. Donc, tout ça pour dire que, voilà. Donc Hmm. là, on est dans ce mouvement de, je dirais, on peut le dire spéculatif. D'euphorie. Oui, D'euphorie. spéculatif. Non, je pensais spéculatif, Ouais. diront. Hmm. Les investisseurs se disent, bon, on peut gagner quelques, comme ça a été Oui. particulièrement on peut gagner pendant quelques temps. Ça ne va pas durer parce que justement, on voit bien l'enjeu. Et puis après, également l'effet dollar. C'est-à-dire, comme le dollar est plus cher, bon, ben, ça devient intéressant d'investir en Europe parce que c'est moins cher. Voilà, il y a cet effet qui joue aussi. Mais Hmm. par contre, sur le moyen terme, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, malheureusement, sur l'Europe. Et l'euro va, comme je l'évoquais, continuer de baisser. Donc les marchés européens également. La clé, ça va être la France, hein, parce qu'évidemment, tant que les taux d'intérêt et que on va dire le double A est maintenu. Donc les taux d'intérêt, voilà, ils sont autour des 3,2% Hmm. sur le 10 ans français. Mais si on est dégradé, ça va monter à 4%. Donc là, il y aura évidemment un mini crack obligataire et donc derrière également avec une répercussion sur les marchés boursiers. Donc il faut quand même être extrêmement prudent. Je pense que Hmm. la volatilité va rester extrêmement Oui. forte. C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs sur ce graphique. Donc Hmm. soyez quand même prudent sur les marchés boursiers C'est européens. c'est ce que j'allais dire. Justement, on a eu vraiment je trouve, une augmentation de la volatilité assez importante. On voit des variations de prix, comme par exemple lundi matin, on ouvre à moins 3%. Ensuite on les reprend quasiment en 3 jours. Donc on voit que là, on voit justement qu'on a une nervosité sur le marché qui est jamais très bonne, et qui est en général, attention, source ensuite de correction assez profonde. Ça ne veut pas dire qu'ensuite on va rentrer en bear market, hein, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, mais c'est que attention à une correction qui pourra arriver de l'ordre de 5 à 10%. C'est totalement possible. Complètement, mais c'est la vie des marchés, hein, c'est la Hmm. volatilité. Simplement, il faut être, voilà, il faut pas être, faut être Ouais. dans le bon mouvement de la vague, pas dans le Voilà. mauvais. Évidemment, ça peut En faire tout cas, mal. pour l'instant, c'est vrai que les acheteurs ont la main, hein, ça il faut le dire, hein, les acheteurs ont la main. Dès que ça baisse de 3%, ça remonte assez Oh, mais vite. encore une Voilà. fois, ne l'oublions pas, Donc, il y a énormément de cash hein, sur les marchés au hmm, sens large. Donc voilà, et ce cash doit être investi. Et pour l'instant, il n'y a pas de visibilité. Donc voilà, c'est d'une voilà. navigue à vue, hein, on se Hmm, rend bien compte. Mais donc, d'où cette volatilité extrême qui va rester justement très forte au cours des prochains mois. Après, bon, il y a également on peut l'espérer, bon, peut-être la fin de la guerre en Ukraine, hmm, peut-être une sorte d'apaisement au niveau mondial sur les tensions géopolitiques. On hmm. peut l'espérer. Hein, donc à ce moment-là, ça permettra également au marché boursier d'avoir quelques belles semaines. Donc voilà. Oui, Donc je pense qu'on a besoin d'une respiration, puis après ça pourra évidemment hmm, redémarrer. On sera là bien sûr pour vous en parler. oui. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit dans 2 semaines pour À très un bientôt, nouvel merci à épisode. vous. À bientôt. Bye.